Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbedia, a apporté une réponse à la protestation des syndicats le vendredi 13 février dernier contre la cherté de la vie. Vous suivrez ses propos dans ce journal. À suivre également dans cette édition les difficultés rencontrées par les populations du village Betagbo en ce qui concerne l'alimentation en énergie électrique par la SB2E. Le président américain a préconisé que les relations russo-américaines étaient désormais totalement rompues. Washington a dans la foulée expulsé le numéro 2 de l'ambassade russe. Les États-Unis demandent un vote de l'ONU ce vendredi sur une résolution qui condamne Moscou. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Vous le savez déjà, les centrales syndicales se sont mobilisées vendredi 13 février dernier pour protester contre la cherté de la vie. Au cours de sa conférence de presse du mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement a bien voulu apporter une réponse à cette protestation syndicale. Suivez plutôt. J'ai eu l'occasion de le dire et je peux le réitérer ici. Les partenaires sociaux, les responsables de centrales et confédérations syndicales sont dans leur rôle. Qu'ils organisent une manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, cela convient bien à leur mission. Mais je sais aussi que ce sont des personnes honnêtes et responsables. Et que comme l'ensemble de nos compatriotes, elles ont, ces personnes, en l'occurrence ici, les responsables des centrales et confédérations syndicales, ont pu observer qu'entre 2016 et 2020, par exemple, les prix des produits de grande consommation, des céréales notamment, sont restés presque inchangés sur nos marchés. Grâce aux effets induits par la politique agricole du gouvernement, qui consiste à faire en sorte que notre agriculture soit de plus en plus performante, produise davantage et que les vivriers soient sur le marché. Vous n'avez pas oublié que depuis 2018, par ailleurs, nous sommes passés deuxième producteur de vivrier dans l'UEMOA, derrière un pays qui a une longue tradition agricole. Donc, cette politique du gouvernement a rendu les produits disponibles tout le temps, à telle enseigne que, comme je le disais, les prix sont restés presque au même niveau. D'un gouvernement qui a agi pour que les prix sur les marchés restent accessibles, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, il ait décidé d'inverser sa politique et de provoquer par lui-même une envolée des prix. Chacun le sait, et nos amis, les partenaires sociaux, davantage parce qu'ils sont au fait de ce qui se passe dans le monde. Chacun sait que cette conjoncture qui induit une flambée des prix sur les marchés est de tendance mondiale. Mais qu'à cela ne tienne, bien que cela ne dépende pas de son fait ni de son vouloir, le gouvernement de la République s'est montré proactif sur la question de la maîtrise des causes de ce phénomène. Bien sûr qu'il y a une bonne partie des causes qui relèvent de chocs exogènes et sur lesquelles nous avons très peu, sinon pas du tout de prise. Mais pour ce qui peut être contrôlé à l'interne, chacun sait que le gouvernement a été actif, au front, pour interdire les sorties incontrôlées de nos vivriers et puis récemment pour aller jusqu'à imposer des prélèvements sur les cordons routiers ou les voisins de notre pays, qui viennent s'approvisionner ici en grande quantité au détriment du marché national, essayent de sortir les produits. Et pour vous montrer que le gouvernement est très attentif à la question, je peux vous dire, et vous pouvez le vérifier, si les derniers jours, le prix du maïs n'a pas recommencé à baisser, parce qu'on a fait en sorte que grâce à ces contrôles, le maïs reste davantage au pays. Donc on a commencé à voir les effets positifs de cette situation. Somme toute. Oui, les centrales syndicales sont dans leur rôle, mais oui, le gouvernement aussi est dans son rôle, celui d'œuvrer à ce que la situation reste sous contrôle, sous maîtrise et que les populations béninoises puissent s'approvisionner sur nos marchés en produits disponibles et à prix accessible. Donc, c'est une démarche qui est en cours et nous avons bon espoir que, comme cela a commencé à se ressentir sur le maïs, l'action du gouvernement, en l'occurrence sur ce sujet-là, va produire davantage d'effets.
Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a procédé dans la matinée d'hier à l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2022. C'était au siège de l'institution en présence des conseillers, des présidents d'instituts fêtières de la presse. Après avoir formulé ses vœux à tous ses collaborateurs, le président a rappelé les travaux réalisés au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 qui s'est achevée le 20 janvier. Pour la présente session, plusieurs dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour. Suivez ici un extrait des propos du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti. Une note de satisfaction. Nous avons fait le nécessaire pour que les décodeurs de la TNT soient disponibles dans notre pays. La liste des quotidiens et écrits périodiques légaux soit actualisée. Une quarantaine de fréquences de radiodiffusion sonore privée soit en phase d'essai. Les médias en ligne puissent être autorisés à développer leurs activités. L'ère de la digitalisation nous donne la preuve que la presse doit être en parfaite adéquation avec les exigences du numérique. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2022, plusieurs dossiers seront étudiés. Entre autres, nous pouvons citer le dossier relatif aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC, le dossier relatif aux mutations induites par l'avènement de la TNT dans les médias du service public, le dossier relatif au statut juridique des radios rurales locales, le dossier relatif à la modernisation de la procédure d'attribution de la carte de presse, le dossier relatif au bureau de vérification de la publicité. Au cours de cette session, nous donnerons l'avis de la HAC sur l'avant-projet de la loi relative à l'industrie cinématographique en République du Bénin. Il sera enfin procédé, au cours de cette session, à la signature de conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores privées, ayant passé avec succès la phase du contrôle technique, tout comme les requérants à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse. Le village de Gbetagbo à Kassato reste non raccordé au réseau conventionnel de l'énergie électrique et pourtant des poteaux électriques y sont implantés depuis plusieurs mois. Une situation qui contraint les habitants à plutôt recourir au bois de teck qui servent d'appui au fil électrique pour alimenter leur ménage avec tous les risques encourus par la présence des toiles d'araignée. Suivez ce reportage. Parce qu'on a tiré courant là depuis vers un peu loin d'ici, donc on souffre depuis. Bien vrai qu'ils avaient mis les poteaux, nous on pensait que bon, dans quelques jours on va se reposer à faire du courant, mais ils ont commencé et puis ils ont laissé. D'autres poteaux sont là sans fil. C'est bien la situation que vivent les habitants de Gbetagbo à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi. Des poteaux électriques non raccordés, d'autres avec fil électrique mais non alimentés. Une situation qui contraint les citoyens de cette localité à tirer le fil électrique sur une longue distance avec comme support des bois de teck. Une situation qui favorise donc les toiles d'araignée avec toutes les conséquences. Parce que c'est un peu loin, donc les câbles sont un peu descendus des fois. Les gens des camions se passent dedans, ça coupe pour réparer même des fois. Comme c'est un peu loin, c'est difficile pour nous. Donc on essaie de gérer ça comme ça. Les gens sont dans le besoin de l'énergie. C'est pourquoi ils font recours au bois de teck. Quand il pleut et que les vents forts soufflent, les bois tombent dans de l'eau,
Les enfants qui vont à l'école sont électrocutés. Des maisons prennent parfois feu et nous arrivons à maîtriser ces feux. Les camions qui passent causent également des dégâts. Cet état de choses est également à la base de la baisse de tension observée dans la zone et qui occasionne des dégâts sur les appareils des habitants. Et pourtant, au cours des nombreuses réunions faites avec les habitants, l'assurance leur a été donnée, mais des mois plus tard, rien. Le chef village et les citoyens se tournent vers les autorités. Nous ne savons quoi faire et pourtant, s'ils alimentent la zone, ça leur apportera de l'argent. Juste un mois après, ils peuvent être payés pour les factures. Nous ne savons pas pourquoi alimenter Gbetagbo est si difficile. Gbetagbo est dans le noir. Les sociétés n'ont qu'à faire un effort pour nous arranger cette opportunité. Vous avez compris? C'est ce qu'on va dire. Il n'a qu'à essayer pour nous finir, nous donner les poteaux et les compteurs. Il y a l'endroit qui n'a pas de poteau. Oui, il y a l'endroit qui n'a pas de poteau. Et on a besoin de ça. Le Bénin a aujourd'hui une production énergétique d'environ 200 MW capable d'alimenter d'autres ménages, notamment le village de Gbetagbo. On se demande donc pourquoi cette situation perdure dans cette localité, exposant les populations au risque. Actualité hors du Bénin, de nouvelles sanctions contre la Russie, des mesures punitives annoncées par l'Union européenne, le Royaume-Uni, mais également par les États-Unis, d'où Joe Biden a pris la parole hier soir. Le président américain a préconisé que les relations russo-américaines étaient désormais totalement rompues. Washington a dans la foulée expulsé le numéro 2 de l'ambassade russe. Les États-Unis demandent un vote de l'ONU ce vendredi sur une résolution qui condamne Moscou. Les premiers mots de Joe Biden étaient attendus après l'annonce par Vladimir Poutine du lancement de cette opération militaire. Joe Biden, avec un ton très solennel, s'est donc exprimé ce jeudi depuis la Maison-Blanche. Il parle d'un moment dangereux pour l'ensemble de l'Europe. Il évoque un assaut brutal, sans justification, une attaque préméditée. Joe Biden qui déclare que Vladimir Poutine est l'agresseur. Il a choisi cette guerre et il devra en assumer les conséquences. Les conséquences pour les États-Unis, ce sont des nouvelles sanctions annoncées ce jeudi par le locataire de la Maison-Blanche. Des sanctions dont Joe Biden nous dit qu'elles auront une efficacité à moyen, voire à long terme. Écoutez-le. Nous imposons de nouvelles sanctions fermes et des limites sur ce qui peut être exporté à la Russie. Cela aura des conséquences sévères sur l'économie russe à court terme et à long terme. Ces sanctions ont été conçues afin de maximiser les effets à long terme sur la Russie et minimiser les effets à court terme pour les États-Unis et nos alliés. Les États-Unis, je veux être clair, ne sont pas seuls. Nous avons construit une coalition de partenaires qui représente plus de la moitié de l'économie mondiale. Les 27 membres de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres, se joignent à nous afin d'amplifier notre riposte. J'ai parlé à tous ces dirigeants et nous sommes parfaitement d'accord. Nous interdisons à la Russie l'accès au dollar, au yen, à la livre et à l'euro. Joe Biden qui est également revenu sur le sujet du système bancaire SWIFT. Certains militaient pour une déconnexion de la Russie de ce système bancaire. Toutes les options sont sur la table, indique la Maison-Blanche ce jeudi. Joe Biden qui dit aussi vouloir limiter l'impact économique de ces sanctions sur la population américaine. Et puis, autre annonce de Joe Biden lors de cette allocution, le déploiement de troupes américaines supplémentaires en Europe. Dans le détail, il s'agit de 7000 soldats qui vont être envoyés en Allemagne. Alors Joe Biden précise que les soldats américains n'ont pas pour mission d'aller se battre en Ukraine, mais plutôt de défendre les pays de l'OTAN, défendre le moindre centimètre des pays membres de l'Alliance
Atlantique. Et puis, au sein du Pentagone, un responsable sous couvert d'anonymat a délivré un briefing aux journalistes américains. Selon lui, le but de cette opération militaire lancée par la Russie est, je cite, de décapiter le gouvernement ukrainien. Selon ce responsable, cette opération militaire est simplement la phase initiale d'une invasion à plus grande échelle que voudrait lancer la Russie en Ukraine. Et puis, information également ce jeudi, qui a été désormais confirmée par le département d'État américain. Washington a décidé d'expulser le numéro 2 de l'ambassade de Russie aux États-Unis en réaction à une décision similaire qui avait été annoncée il y a quelques jours par les autorités russes. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé une très belle semaine. On vous souhaite un bon week-end. Et suivez à partir de 21h votre émission Le Forum des rédactions. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à vous.